Bonjour, bonjour, merci, c'est Canal Presse. Bienvenue encore à cette autre édition de Canal Presse d'aujourd'hui. Tout de suite et maintenant, on démarre avec le sommaire comme chaque dimanche. Voici le sommaire de cette édition. Contractualisation des maîtres d'école, ça sent du roussi. L'opération a déjà les allures corrompues avant son lancement. Résultat des courses, les bailleurs de fonds menacent de s'abstenir et de s'en aller avec 26 milliards de francs CFA, somme annoncée à cet effet. L'on sait aussi que ce sont 9000 enseignants à recruter par vague, soit 3000 chaque année. Là où le bas blesse, c'est qu'il faut pour chaque candidat justifier de sa qualité et de son statut. Par exemple, être maître des parents d'élèves et surtout l'avoir été jusqu'en 2012, pas après. Les soulèvements actuels sont nés de ce que la tectonique négative a encore marché. Certains ont dû soudoyer directeurs et délégués pour devenir subitement éligibles, mettant ainsi à rude preuve Madame le ministre Youssouf Adidja de l'éducation de base. Mais on dit qu'elle en sait grand-chose maintenant et ce sera son vrai premier dossier chaud. Voyons tout cela avec les invités de Canal Presse. Cameroun, un tabou nommé démission. Ceux qui sont à des postes de pouvoir et de décision font très souvent des erreurs volontaires, ne jamais quitter leur poste quand bien même ils se sont pollués ou quand la société les a pollués. Ministre en poste, quels que soient les ennuis judiciaires, membre d'Elections Cameroun, quelles que soient les accointances avec un parti politique, ministre et président du conseil d'administration des sociétés publiques et parapubliques, directeur général choyé, malgré les détournements si souvent rendus publics par la presse nationale et internationale. Et finalement, chez nous, on dit que la honte ne tue plus. Ce sens de l'honneur pour l'éthique et la morale a foutu le camp. Aujourd'hui, le Nigeria compte 39 ministres, la Côte d'Ivoire 29, le Sénégal 33 et le Cameroun 62. Ça ne fait rien. En faisant la revue de troupes des ministres et autres directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, beaucoup ont tordu le cou à la morale de la loi tout court et donc les valeurs. Et finalement, cela est devenu méprisant pour la société. Alors question, qui sont-ils? Pourquoi ne quittent-ils pas les choses quand la loi morale l'impose? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Il est servi en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, Gislain Pierre Sono, que je vous propose de retrouver ce soir quand il sera à 20h30 dans le cadre de l'émission L'Arène. Il sera donc en compagnie du professeur Aboya Manassé. Tout de suite. Et maintenant, on accueille nos différents panélistes à présent. On commence par un autre professeur. Un professeur peut en cacher un autre. Charlemagne Messanga Yamdi, bonjour, bienvenue. Bonjour à vos téléspectateurs et surtout merci pour cette invitation citoyenne. Alors, le chef de l'État, à peine rentré du sommet Afrique-États-Unis, est reparti du côté de la France pour le débarquement de la Normandie. Je suis tenté de vous poser cette question en tant que politologue. Qu'est-ce qui fait courir le président de la République? Mais parce qu'il est président de la République. D'ailleurs, pour répondre à cette question, c'est pour deux raisons essentielles. La première raison, il est président de la République, comme tout chef d'État crédible. Effectivement, il peut assister ce qu'on appelle aux conférences sommets, c'est-à-dire les rencontres de chefs d'État et de gouvernement comme aux États-Unis pour défendre l'intérêt de son pays. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Il est revenu au pays. Vous savez qu'il y a des problèmes, le pays est en crise, il y a des problèmes sociaux, Boko Haram. Et puis la deuxième raison, elle est aussi objective, c'est d'ailleurs pour le devoir de mémoire. Parce qu'il faut dire à vos téléspectateurs, c'est très important, de savoir que lorsque, en 1944, l'Allemagne nazie a envahi la France, le général de Gaulle n'avait plus de territoire. Il n'avait plus. Il s'est retrouvé à Londres et il est revenu en Afrique, c'est-à-dire à partir de l'Afrique équatoriale française sous le gouverneur d'origine guyanaise Félix Éboué. Et c'est à partir de l'Afrique qu'il a réorganisé la résistance. Il est entré à Marseille et puis à Toulon, à hier, où d'ailleurs le président de la République s'est retrouvé avec ce qu'on peut appeler les alliés. Et pour un devoir de mémoire, aujourd'hui, la France est devenue un pays raciste. Toute cette zone, Toulon, Marseille, sont pro Front National.
il était de bon ton que, effectivement, le président Hollande fasse appel aux Africains pour rappeler à ces racistes, à quelques racistes français qui votent Front National et qui parlent des immigrés comme des chiens, pour qu'ils comprennent enfin que s'ils ont été libérés, s'ils ont encore droit à leur vin et à leur fromage, c'est parce que quelque part, l'Afrique a redonné un territoire à la France et la France est devenue ce qu'elle est aussi grâce aux combattants africains. Vous comprenez donc que une telle invite est tout simplement la preuve que l'Afrique, le président Paul Biya, par conséquent, sont des acteurs privilégiés de relations internationales qui renforcent le rayonnement de la France. Alors, vous avez parlé de problème Boko Haram, problème interne au Cameroun. Le président de la République était-il obligé d'y aller? Maintenant, quand on fait une comparaison avec le président Idriss Déby, qui a décliné l'invitation pour des problèmes sécuritaires dans son pays, est-ce que Paul Biya ne pouvait pas faire autant? Oui, mais le président Paul Biya est un visionnaire. Vous savez, en sciences politiques, lorsque la situation est sous contrôle, qu'est-ce qu'il faut avoir peur de quoi? Le président y va parce que la situation est sous contrôle et il sait que... Boko Haram est sous contrôle au Cameroun? Mais Boko Haram est sous contrôle, c'est un mouvement terroriste. Encore, de quel Boko Haram vous parlez? C'est une initiative, une guérilla armée organisée par quelques Camerounais qui sous-traitent le nom de Boko Haram. Quand la situation est sous contrôle, d'ailleurs, vous avez vu lors de l'audience, il a eu un échange avec le ministre français de la Défense. Ce sont des signes qui tendent à apporter tout simplement la preuve que le président est déterminé. Et ce n'est pas en s'enfermant au Cameroun qu'il va régler le problème de Boko Haram. Il sait que ailleurs, ils ont un dispositif, ils ont une expérience de lutte en matière de terrorisme. Moi, je pense qu'il a eu raison de partir. Il a vraiment eu raison de partir, Bouba Ngomna. Merci beaucoup pour cette première intervention. J'accueille maintenant le rédacteur en chef du quotidien Mutation, Georges Alain Boyomon. Georges, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba Ngomna et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Peut-être un mot à la suite du déplacement du chef de l'État qui se trouve du côté de Paris. Et une fois parti, d'aucuns annoncent déjà un tsunami. On attend toujours le remaniement. Est-ce qu'il faut désespérer le remaniement ministériel? Je pense que la priorité accordée en ce moment à la sécurité, vous avez parlé tout à l'heure de Boko Haram, le président semble avoir accordé une primauté certaine au problème de sécurité, dit donc qu'il s'agit de la paix sociale qui est en jeu. Donc vous avez certainement suivi le mini-remaniement qu'il y a eu dans le dispositif militaire camerounais, je pense vendredi. Et donc le président accorde d'abord cette priorité-là à la sécurité. Maintenant, il va de soi qu'il y a eu une accumulation de dossiers au niveau de la présidence de la République. Il y a eu cette affaire de remaniement, cette affaire de plan d'urgence, les différentes commissions dont les conséquences sont attendues, notamment la commission d'enquête sur la débâcle de Lyon. Et donc le président est un peu pris dans son propre piège, celui du temps. C'est-à-dire il s'est imposé à lui-même une espèce de course contre la montre en ce moment. Et ça fait que les Camerounais ont l'impression, et même pas l'impression, ont la conviction que la machine gouvernementale est grippée à cause de ce remaniement qu'on attend depuis au moins le 31 décembre, parce que le procès en incompétence que le président a fait par rapport à son gouvernement méritait quand même que les choses puissent bouger. Maintenant, le président a son style, le président a son code. Comme le disait un analyste politique, le président sait attendre, le président sait comprendre, le président sait surprendre. Ça veut dire que les gens ne doivent pas sommeiller. Il y a des ministres qui sont certes en congé déjà en ce moment, mais le président, fidèle à son style, peut surprendre son monde à tout moment. Et le peuple camerounais souhaite simplement que les choses bougent, parce qu'au bout du compte, ce n'est plus une redistribution des cartes qui compte, mais c'est le changement dans les conditions de vie des Camerounais qui est attendu. Merci Georges Alain Boyomon. J'accueille à présent le troisième invité sur ce plateau. Et c'est notre ami Joseph Flavien Kanke, journaliste au quotidien Le Messager. Flavien, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous préférez Flavien ou Sa Majesté? Flavien Kanke. Ok, Flavien Kanke. Par ailleurs, il faut rappeler chef, de troisième degré ou deuxième degré? Oh, ça c'est autre chose. Ok, c'est autre chose, on en parlera prochainement. Avec vous, on parle des inscriptions sur les listes électorales. Seulement 10 000 nouveaux inscrits, déjà enregistrés, à 2 semaines de la fin de la révision. Et les clans déplore une fois de plus le peu d'engouement des Camerounais à se faire contrôler. Oui, le peu d'engouement doit se comprendre, c'est d'autant plus que depuis quelques mois déjà, il y a une querelle de leadership, il y a une guerre de leadership entre le directeur général des élections et le président du conseil électoral. Cela n'est pas de nature à rassurer
les personnes qui devraient s'engager à s'inscrire sur les listes électorales. Il est question, me semble-t-il, de rassurer les potentiels électeurs en revoyant le texte qui crée Elections Cameroun. Parce qu'en réalité, lorsque le président du conseil électoral prend une décision qui est contestée par le directeur général des élections, on comprend qu'il y a problème à l'intérieur. Et une institution de ce genre, je pense qu'elle souffre beaucoup plus de la mainmise du chef de l'État. Il est peut-être question qu'on voit dans quelle mesure on peut donner le pouvoir au président du conseil électoral de nommer le directeur général des élections. Et cela va permettre une certaine fluidité dans la prise de décision et dans l'exécution de ces décisions-là. Donc en réalité, les gens ne s'inscrivent pas, non pas parce que le dispositif n'a pas été mis en place, mais beaucoup plus parce que il y a une crise de confiance entre le peuple camerounais et l'institution qu'est Elections Cameroun. Merci Flavien Kanke, quatrième invité sur ce plateau de Canal Presse aujourd'hui, le directeur de publication du quotidien Le Jour, Aman Mana. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Bouba. Plaisir de vous avoir sur ce plateau, plus de peur que de mal. À propos de quoi? Plus de peur que de mal parce que vous êtes arrivé avec un léger retard, je ne voulais pas vous trahir. Alors, on va parler d'une rencontre entre la Fédération des éditeurs de presse et le Conseil national de la communication qui s'est tenue cette semaine du côté de Yaoundé. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'application, par exemple, des recommandations de cette rencontre, notamment celles qui portent sur l'augmentation? Non, vous savez, on était vraiment dans des déclarations d'intention. Ce n'était pas des décisions qu'on était en train de prendre, vous voyez. Donc, en réalité, je pense qu'il faut resituer cette rencontre-là dans son contexte. Vous savez qu'il y a eu un grand froid entre le Conseil national de la communication et la Fédération des éditeurs de presse en fin d'année dernière suite à certaines sanctions que nous jugions d'abord, sur lesquelles nous avons porté un jugement assez défavorable. Suite à cela, il s'est établi comme une espèce de glacis entre les deux institutions. Et puis, le temps a passé. Je pense qu'on ne va pas rester sur des querelles si on a envie d'aller dans la même direction. Aller dans la même direction, ça veut dire que c'est pour le bien-être de la presse camerounaise. Hein. La régulation, c'est quelque chose que nous appelons de tous nos voeux. D'ailleurs, que tous les acteurs du monde médiatique, et particulièrement les téléspectateurs, les auditeurs, les lecteurs, appellent de tous leurs voeux. Et nous, au niveau de la Fédération des éditeurs de presse, nous sommes une association, une association corporative qui essentiellement veille à ce que tous les intérêts de notre corporation, notre métier, que tous ces intérêts-là soient promus. Donc c'est de ça qu'il est question, c'est surtout de cette rencontre, hein, pour briser cette glace-là qu'il a été question. Bon, maintenant, nous avons pris un ensemble de résolutions pour pouvoir aller ensemble sur un certain nombre de questions. Et la plus importante me semble quand même être cette instance de concertation permanente. C'est-à-dire que tous les 3 mois, le Conseil national de la communication, la Fédération des éditeurs de presse se rencontrent pour voir comment a fonctionné le secteur, comment ça a fonctionné. Et nous discutons ensemble des questions d'ontologie, des questions économiques et du reste. Je pense que c'est le genre de cadre qui permet à ce qu'on n'a pas de surprise, quoi. On n'a pas de surprise entre nous. Voilà. Merci Yaman Mana d'être venu. Le 5e invité parti très tôt de Douala ce matin. Nous osons espérer qu'il va nous rejoindre sur ce plateau, Elvis Mbimba de la CRTV. Le temps de prendre une première pause pour prendre le pouls de l'actualité traitée par les confrères pour vous et par nous. C'est avec, bien sûr, Debo Harley en DB. Voici la revue de la presse. Bonjour et retour sur le sommet de Washington DC et cette révélation de mutation. Paul Biya et Goodluck Jonathan n'ont pas eu de tête-à-tête en dépit de l'annonce faite en Simalène par le chef de l'État.
La même information fait la une d'émergence à la forme interrogative. Cette fois, on parle de points de vue divergents entre les deux chefs d'État sur la stratégie de lutte contre Boko Haram. Lors d'une déclaration avant d'embarquer pour les États-Unis en Simalène, Paul Biya disait souligner les journaux rencontrer son homologue Nigeria. Une partie de cette déclaration n'est pas d'ailleurs du goût de l'UPC sur la comparaison faite par le président de la République entre Boko Haram et les nationalistes conduits par le parti historique pour l'indépendance du Cameroun, Ouest Echo en fait écho. Le ministre de la Communication lui fait écho des recommandations du sommet de Washington, une déclaration reprise en intégralité par le quotidien national bilingue d'information Cameroun Tribune. À côté du sommet États-Unis-Afrique, le financier d'Afrique propose des données chiffrées sur la coopération nord-sud. 33 milliards de dollars d'aide publique et d'investissement promis par les États-Unis d'Amérique d'ici à 2017. Déblocage de 20 milliards d'euros de 2014 à 2020 par l'Union européenne. 20 milliards de dollars offerts par la Chine sans condition jusqu'en 2016. 10,6 millions d'euros de la part du Japon depuis 2013 et c'est jusqu'en 2018. L'Inde met en place une ligne de crédit de 500 millions de dollars d'ici à 2016. Sur place au Cameroun, Paul Biya lui met sur pied son plan d'urgence pour l'extrême nord. Mais les du Sahel s'interrogent sur la faisabilité de ce projet. Quels en sont les axes prioritaires? Combien va-t-il coûter au Cameroun ce plan d'urgence? Sera-t-il possible si on se réfère à la une du quotidien Le Jour? Autant les mesures sécuritaires du gouvernement renforcent la psychose. Et c'est d'autant plus que la communication autour de Boko Haram reste floue ou repère. Depuis le déclenchement du phénomène, on entend tout et son contraire. Info ou intox, vérité ou contre-vérité sur une secte islamique qualifiée de nébuleuse. Il y a cette lettre qu'aurait adressée la secte islamique au président Paul Biya selon la nouvelle. Signée de Jamaatu Alice Souna Lida Awatiwal Jihad. Texte écrit en arabe et en haoussa traduit en français par Abdoulaye Ahmed Mohamed. On peut y lire des révélations inédites sur la non-libération des otages chinois. Également comment un milliardaire camerounais finance la secte, c'est-à-dire à la nouvelle. Du messager, on apprend que 3 armes de guerre viennent d'être saisies dans la région de l'Est, précisément à Mouloudou, Kalachnikov et munitions récupérées après une opération coup de force des éléments du BIR et de la gendarmerie. L'anecdote s'interroge sur ces attaques à répétition à l'extrême nord comme à l'Est. Terrorisme ou complot politique? La question reste posée. L'insécurité grandissante à l'extrême nord, entraînant un afflux massif des réfugiés qui, par ricochet, aggrave la contamination de l'épidémie du choléra. Pour le héros national, au moins 75 personnes sont décédées et 1400 autres infectées depuis le mois d'avril. Une véritable catastrophe. Catastrophe comme celle que Jean Kuete a failli vivre cette semaine, surpris à son domicile par les flammes. Heureusement, aucune perte en vie humaine, malgré les dégâts matériels importants. La météo s'interroge quant à elle. Comment en quelque temps seulement la résidence du secrétaire général du comité central du RDPC a été consumée? Le journal y voit une main criminelle derrière le proche collaborateur du président de la République du Cameroun. Le président de la République du Cameroun lui-même acculé et poussé à la sortie, dit Tribune d'Afrique, par Washington et Paris, trahi par ses proches collaborateurs. Biya ne sait plus où mettre la tête pour sa succession. Et pourtant, Émergence croit savoir qu'en allant en France avec René Emmanuel Sadi dans le cadre de la célébration des 70 ans du débarquement de Provence, Paul Biya décide enfin de présenter l'actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation comme son réel dauphin. Et l'université de Yaoundé de Soa, pour conclure, là-bas rapporte de mutation une dizaine d'étudiants de la les copies corrigées des épreuves pendant les examens. Les enseignants seraient également dans le coup, renchérit notre confrère. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci Debo Harley en DB à dimanche. Il plaira à Dieu. On se retrouvera pour notre édition de Canal Presse. Tout de suite, on prend la première thématique du jour consacrée aux instituteurs. Contractualisation sur fond de scandale. On pose la question d'abord à vous, Georges-Alain Boyomo. Qu'est-ce qui peut expliquer, par exemple, qu'à peine lancée, l'opération de
contractualisation de 3000 instituteurs et que cela dégage déjà une odeur de scandale. Bouba, je pense que notre système a une maladie chronique qui s'appelle l'inorganisation. Et aucun secteur n'échappe à cette inorganisation parce que vous voyez bien que là, il s'agit d'un problème vital. L'éducation est un secteur vital comme celui de la santé, comme celui de la sécurité. Et là, c'est une opération qui est en incubation depuis un certain nombre d'années. Donc, pratiquement, je pense, depuis 3 à 4 ans. Alors, quand on arrive aujourd'hui au moment de la phase terminale avec le regard pointillé qu'on sait des bailleurs de fonds et qu'on note toutes ces incohérences, c'est quand même surprenant. Et surtout, ce n'est pas la première fois concernant les instituteurs vacataires qu'il y a de telles anomalies, de tels dérapages par rapport à la contractualisation, parce que je pense là on est rendu à la 3e phase de contractualisation. Je pense simplement que c'est une maladie inhérente à notre système de gouvernance. Malheureusement, ça va encore faire traîner les choses par rapport à un besoin qui se fait ressentir notamment dans les zones rurales, au besoin d'un enseignant de qualité. J'espère que le gouvernement va reprendre la situation en main. Une commission a d'ailleurs été créée dans ce sens. Maintenant, vous savez, créer une commission ne suffit pas. Souvent, on a créé des commissions et les problèmes ont plutôt empiré. Donc, on attend que la commission livre les résultats de son travail. Alors, Joseph Falvin, quand les bailleurs de fonds ont injecté près de 26 milliards dans l'opération et ils exigent une transparence, est-ce qu'on peut, par exemple, s'attendre à un risque de retrait de ce bailleur de fonds s'il n'y a pas de transparence? Dans tous les cas, si ça ne marche pas comme convenu, il peut y avoir retrait des fonds. Je pense que le problème est beaucoup plus au niveau du toilettage. Parce qu'il y a un recensement qui avait été fait en 2012. On a recensé un certain nombre d'instituteurs qu'on envisageait de contractualiser progressivement. Et il se trouve qu'entre 2012 et 2014, il y a des personnes qui, entre-temps, sont mortes. Il y a d'autres qui ont opté de faire autre chose. Et donc, si on veut considérer cette liste, il est important de les réactualiser au préalable. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre ici et là qu'il y a des noms des morts dans ces listes, qu'il y a des noms de certaines personnes qui en réalité ne figuraient pas ou alors qui étaient encore en formation en 2012. Le problème, c'est que ceux qui ont été chargés de confectionner les nouvelles listes ont certainement introduit des noms de leurs petits amis, entre guillemets. Et ça pose un autre problème. Ça fait que finalement, lorsqu'on aura, parce qu'en réalité, on lance cette initiative, ce programme, pour renforcer et réorganiser l'équilibre géographique des enseignants sur le terrain. Or, en réalité, lorsqu'on vous dit déjà à ce niveau qu'il y a des gens dont les noms se trouvent dans les listes qui, en réalité, étaient encore en formation en 2012, ça signifie que ce sont des gens qui appartiennent à un certain réseau. Et naturellement, s'ils appartiennent à un réseau, automatiquement, on va tout faire pour les affecter dans les grands centres urbains. Le problème restera entier au moment où on devra faire une évaluation parce qu'on se rendra effectivement compte que dans les zones reculées, effectivement, il n'y aura personne comme enseignant. Alors, Charles Messanga Yamdi, est-ce que ce que décrit Flavien Kanke ne devrait pas inciter le gouvernement à être beaucoup plus correct dans la gestion de cette affaire? Oui, et d'abord, je voudrais vous faire remarquer que depuis le double scrutin, on peut déplorer le fait que le Cameroun a érigé en gouvernance la gestion des crises. Crise du football, augmentation de prix, crise des instituteurs, crise de ceci. Et on ne peut pas instituer ou gérer un pays, manager un pays essentiellement avec les crises. Non, ce qui se passe aujourd'hui, à ce niveau, parlant des instituteurs, c'est un champ où il y a tout simplement la corruption. Et vous savez, nous autres qui sommes innovateurs, rénovateurs et progressistes, avons toujours dit qu'il fallait reformer l'État. Et pour reformer un État comme celui-ci, sur le renouveau, il fallait des hommes d'action, c'est-à-dire des entrepreneurs politiques. Mais qu'est-ce que vous voulez dans un pays où on devient homme d'affaires, puis politicien, on devient membre du gouvernement, puis militant. Et puis, alors qu'est-ce que vous voulez? On ne peut s'attendre qu'à ce type de choses. Alors pour sortir et rester dans ce champ, moi je pense qu'aujourd'hui, la gangrène qui mine notre société, c'est d'abord, l'incompétence, et deux, la corruption. Vous savez qu'aujourd'hui au Cameroun, et j'ai eu récemment encore 2 ou 3 cas, une jeune dame qui attendait son rappel,
Et malheureusement, quelqu'un l'a appelé à la porte, soit 246 ou 226 du ministère des Finances, pour lui dire « J'ai devant moi votre dossier. Si par hasard vous me donnez 20%, je débloque la situation. » Alors c'est le reflet de la corruption. Comment on peut comprendre que des instituteurs qui ont exercé, qui sont connus, ne soient pas intégrés et des fantômes? Et au-delà même, il y a des morts. Vous comprenez, même lorsque nous avons eu aux élections des listes, quand on a même nommé certains sous-préfets, il y avait des morts. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il nous faut des hommes très attentifs pour gérer ce type de problème. Je suis en vous disant, par exemple, ailleurs, voyons par exemple ce qui se passe au Sénégal. Vous avez par exemple les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, qui privilégient et qui favorisent ce qu'on envoie très loin. À côté de chez nous également, vous avez aujourd'hui en France, on ne parle même plus d'instituteurs, on parle de professeurs des écoles, avec un salaire qui est pratiquement le même que l'enseignant de l'université. Le problème de l'État africain postcolonial, du Cameroun en particulier, c'est que nous sommes restés dans des vieilles réformes où les uns et les autres ont plus passé le temps à détourner l'intention présidentielle. Je suis monsieur Boulba. Cette fois, que ce soit la bonne. Mais je voudrais attirer votre attention sur un dernier fait important. Lorsque l'intention présidentielle a éclaté le ministère de l'Éducation, dans l'intention, le président Paul Biya voulait tout simplement mener un management de proximité. Mais dans le projet présidentiel, il est tombé dans l'eau. Parce que le rôle attendu par l'éducation de base, par l'enseignement secondaire, par l'enseignement supérieur et le ministère même de la Recherche a été détourné. Okay. Donc voilà des problèmes qui sont essentiellement liés à la corruption. C'est compris. Et il faut combattre cette corruption. Il faut combattre cela. Alors, Aman Mana, en réponse à ça, le gouvernement a créé une commission de trop. Une commission, pourquoi faire pour résoudre un problème? Vous savez, ça c'est même symptomatique. Aux États-Unis, on dit lorsqu'on veut éteindre une question, on crée une commission. Bon, pour revenir, pour mon analyse sur la question, c'est que en fait, je pense qu'il y a à peu près 25 ans, et on était déjà sous Paul Biya, il a manqué de courage politique pour gérer la question devant la pression de la Banque mondiale. Il a manqué de courage politique au gouvernement camerounais pour pouvoir gérer cette question. On a fermé les ENI-ENIA, il n'y a plus eu de recrutement pendant une bonne vingtaine d'années. Après, on s'est rendu compte, ah ben tiens, il faut des enseignants. On a commencé à recruter à l'appel, en désordre et un peu n'importe comment. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a une flopée de personnes formées, on ne sait pas trop comment, mais dont on ne sait pas trop quoi faire. Et puis maintenant, le mal camerounais, la corruption, vient s'installer là pour faire ses effets. C'est ça le problème. L'effet qu'il y a sur le terrain, vous devez constater comment dans les quartiers se développent les petites écoles primaires, des écoles primaires privées qui en réalité répondent à l'échec du primaire public. Tous autant que nous sommes, j'en suis convaincu, autour de cette table, nous sommes des enfants qui ont fait leur primaire dans le public. Nous sommes tous des enfants du public. Ces écoles primaires publiques ont donné un type de citoyen parce qu'elles dispensaient un type d'éducation. Tout à fait. Les écoles primaires privées qu'il y a sur le terrain aujourd'hui fabriquent un autre type de citoyen qu'on va découvrir dans un certain nombre d'années. Donc, il y a complètement et de façon sauvage, parce que ce n'est même pas une tendance, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas politiquement voulu, dirigé, fabriqué, non. C'est quelque chose qui est lié tout simplement à... C'est spontané. Et je pense qu'une fois de plus encore, on va se retrouver à un moment donné avec des citoyens qui sont formés d'une certaine façon et on ne sait pas trop comment. Donc il y a un déficit politique ici. Alors Georges Alain, ce recrutement vise essentiellement des écoles des zones défavorisées. Les statistiques qu'on a donnent la chair de poule, on a froid au dos. On parle par exemple d'un maître pour 70 élèves. C'est dire que le besoin en enseignants est criard. C'est clair, et lorsque les turiféraires du régime parlent d'émergence en 2035, je pense que là, c'est un indicateur cinglant. C'est-à-dire, si on a, vous avez dit, combien de mètres, pour quelle population? On parle pratiquement un mètre pour 70 élèves. Je pense que c'est assez grave. Et ces maîtres qu'on va recruter sont destinés aux zones rurales. On parle de maîtres de parents. Donc, vous allez quand même constater qu'il y a comme un manichéisme dans le domaine de l'éducation en général au Cameroun. C'est-à-dire,
il y a des maîtres de ville, il y a des enseignants de ville et il y a des enseignants de bourse. Lorsque si vous partez dans des établissements dans la ville de Yaoundé, vous allez constater que dans une salle de classe, on se retrouve par exemple avec juste 10 maîtresses. Parfois, il y en a qui vendent des sucettes, d'autres qui enseignent, d'autres qui baissent les enfants. Alors que dans les zones rurales, vous pouvez vous retrouver, c'est-à-dire pour 2 classes, vous vous retrouvez avec un seul enseignant. Donc ce sont des paradoxes qui ne peuvent que surprendre pour un pays qui veut être émergent en 2035. Maintenant, est-ce que ce recrutement va combler le gap? Je ne pense pas. C'est vrai que je pense qu'il s'agit de recruter 9000 enseignants sur une période de 3 ans. Jusque-là, ça ne va pas suffire parce que je vous assure, lorsque vous allez dans l'arrière-pays, il y a un manque criard d'enseignants. Un manque criard qui est à relativiser dans les zones urbaines. Parce que comme je vous l'indiquais tout à l'heure, les gens préfèrent travailler en ville que de travailler en campagne. Ah, c'est vrai ce qu'il dit, les gens préfèrent travailler en ville que de travailler en campagne. En campagne, justement, les parents se sont réunis pour créer ce qu'on appelle maître des parents. Est-ce que cette histoire de maître des parents, leur intégration dans la fonction publique devrait en principe réduire les frais d'APE, des associations des parents à d'élèves, et du coup, on se rappelle donc que la gestion de ces fonds alimente souvent beaucoup de polémiques, Flavien. C'est vrai. Je voudrais d'abord rappeler que, je crois en 2007, on a fait une étude qui a démontré que le besoin en enseignants dans le primaire, en tout cas au niveau de l'éducation de base, était de 30 000. Vous voyez que c'est vraiment beaucoup. Il fallait 30 000 enseignants. Et lorsque vous prenez 30 000 et que vous voyez que pour le moment on veut 3 000, il faut beaucoup de temps pour combler le vide. Maintenant, on fait tout ça parce qu'on veut atteindre les objectifs du millénaire, du moins sur le plan éducatif. Vous savez, on a dit éducation pour tous en 2015 dans les objectifs du millénaire. Comme on avait dit santé pour tous. Mais il se trouve que le Cameroun presse le pas et c'est la République des improvisations, comme a dit le professeur tout à l'heure. On presse le pas maintenant parce qu'on est à quelques mois de 2015. Au Kenya, par exemple, les choses avancent plus vite parce que le Kenya a mis sur pied un certain nombre de mesures pour contraindre les parents à envoyer les enfants à l'école, pour permettre aux enfants de bien fréquenter. Et là-bas, justement, il y a une loi qui a été prise pour condamner les parents qui refusent d'envoyer leurs enfants à l'école. Et à côté de ça, il y a l'éducation gratuite au primaire. Je vous assure qu'au Cameroun, jusqu'ici, l'éducation primaire n'est pas gratuite. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans une école publique, pour inscrire votre fils qui va à la CIL ou au cours préparatoire, on vous demande une rame de papier format qui coûte 3 500, on vous demande un paquet de craies, on vous demande un certain nombre de choses. Et quand vous faites le total, vous vous rendez compte que vous avez dépensé 11 à 12 000. Et puis s'il faut ajouter les frais d'APE qui varient selon les établissements, vous comprenez que ce n'est pas gratuit. Alors que quand on parlait d'éducation gratuite, on voulait en réalité permettre aux parents démunis de faciliter, de donner la possibilité à leurs enfants d'aller à l'école. Parlement, M. Sanga Yandou, sur la question de la gratuité de l'enseignement primaire au Cameroun, comment comprendre ou peut-être justifier qu'un décret de chef d'État, qu'on décrète par exemple la gratuité de l'enseignement primaire au Cameroun et que sur le terrain, on ne puisse pas mettre cela en application? D'abord, les décrets du président sont toujours violés. Vous savez, les gens, ils n'ont plus peur de rien. D'ailleurs, quand vous allez, si nous avions en face de nous des syndicalistes qui nous écoutent, la notion de fonctionnaire est rattachée à quelqu'un qui occupe un emploi permanent dans l'administration publique. Ça veut dire que ces instituteurs, déjà, si nous appliquons rigoureusement le texte, ils doivent être intégrés en tant que fonctionnaires. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, si ce problème de gratuité est violé, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les gens n'ont plus peur de rien. Et ils savent pourquoi. Vous savez, quand vous entrez par les réseaux, les coquins, les amis, et tout ce que mon ami, pour qui j'ai toujours une pensée, Charles Ateba Yéné a longtemps dénoncé, vous pouvez avoir peur de quoi? Vous savez, Boubangom, les gens ont intégré au Cameroun l'idée du parapluie et de la godasse. Donc ça veut dire que vous êtes constamment couvert. Et vous avez une godasse avec des crampons, vous ne pouvez pas glisser. Mais la réalité est là. Aujourd'hui, c'est un problème de corruption. Parce que pour revenir à ce problème important que vous évoquez, moi j'ai vu en tant qu'homme politique, de nombreux instituteurs sont venus vers moi. Certains disent qu'ils ont exercé, on n'a pas vu leur nom. D'autres disent qu'il y a les noms des morts. D'autres disent qu'il y a des noms de ceux qu'on n'a jamais vus. Alors à quoi cela est lié? Tout simplement à la corruption. Est-ce que vous savez que dans ce pays aujourd'hui, lorsque vous êtes par exemple à Mora, Maroua ou à Bertois, il y a des cas où vous payez, que ce soit à l'enseignement secondaire ou à l'éducation de base, vous donnez l'argent pour qu'on vous l'amène à Yaoundé. Donc les gens achètent les postes. Tout le monde sait aujourd'hui que la normalité,
c'est lorsque vous êtes étonné de voir qu'on vous demande l'argent pour être muté. Mais la réalité est que la normalité est de ne pas donner l'argent. La normalité, c'est aujourd'hui, une fois de plus, donner l'argent et vous êtes affecté. Donc on achète ces places en monnaie. Des inspecteurs pédagogiques et puis dans toutes les zones qui nous regardent savent que ce que j'ai dit est vrai. C'est un système mafieux, bien huilé. Mais c'est un cas d'école, c'est une dimension sectorisée. Mais partout, c'est comme ça. Vous avez une facture aujourd'hui. Allez demander à vous faire payer la facture. Je vous ai pris un cas où, même nous qui sommes à l'université, moi-même qui vous parle, j'ai eu un problème de rappel un jour. On m'a demandé 20%. Je vous dis, moi qui suis membre du comité central en politique. Bon, alors, on vous dit, sont vos camarades qui demandent ça. Écoutez, pas mes camarades. C'est vous dire qu'il y a une forme de... L'administration est prise en otage. Le cas que je vous indique est mieux encore. Je suis allé voir un camarade politique, le ministre des Finances, délégué aux Finances. Je lui ai dit, mais attendez, mon rappel, cette histoire. Il est intervenu, ça n'a rien donné. Et je ne peux pas vous dire ce que moi-même j'ai fait pour expérimenter cela. Et mon salaire, mon rappel est passé. Surtout, ne nous dites pas. On peut imaginer. Ce que je voudrais on va avancer maintenant. Vous chutez sur la question. Cette affaire que vous voyez là, c'est une grosse affaire de corruption. Vous donnez l'argent, on vous recrute. Vous donnez l'argent, on vous affecte. Vous donnez de l'argent, vous avez une promotion. Bon, et c'est une réalité que moi, qui suis un homme politique, je combats. Je pense que c'est même ça la politique du haut niveau, qui reposait sur deux piliers, la rigueur et la modération, qui a foutu malheureusement le camp. Ok, on va avancer sur cette question. Juste le temps d'accueillir Elvis Mbimba, qui nous a rejoint sur ce plateau. Elvis, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 et de Canal Presse particulièrement ce midi. Alors, vous prenez le train en marche. On va aborder avec vous la question de la formation. Est-ce que, selon vous, on va dire à votre avis, l'élève qui part de l'enseignement primaire pour le secondaire est bien formé aujourd'hui? Alors, c'est une question suffisamment forte parce qu'il faut avoir les éléments pour évaluer tout un système pédagogique. Mais on peut quand même mesurer le niveau de motivation des enseignants aujourd'hui est très faible. On peut mesurer la qualité des infrastructures parce que dans le public particulièrement, on se rend compte qu'on crée chaque année des écoles au service pour aider le gouvernement à construire les établissements. Donc du coup, si les infrastructures ne sont pas adéquates, si la motivation des maîtres n'est pas suffisante, et puis, s'il y a d'autres paramètres qui distraient un peu l'élève, on peut malheureusement avouer que le niveau scolaire qui est en baisse, ce qu'on observe au secondaire, à l'université, que cette baisse commence dès l'enseignement primaire parce qu'il y a tous ces éléments de l'environnement qui ne sont pas favorables. Amadouana, sur la question de la formation, est-ce que l'éclatement du ministère de l'Éducation nationale de l'époque en deux ministères a permis, en trois ministères, a permis de mieux relever le défi de la formation au primaire et au secondaire? Je me plais souvent à dire que à l'époque, bon, je regarde mon BEPC, il a été signé à l'époque par le ministre Zaché Mongoso, à l'époque, au début des années 80. Ce qui fait 6 ministères aujourd'hui, ce ministre a le géré en un seul ministère et il n'y avait pas plus de problèmes que d'autres. Moi, je pense que la question du fractionnement des ministères était davantage liée à des questions de ce qu'on appelle au Cameroun la répartition du gâteau national, plutôt qu'à la recherche d'une efficacité quelconque. Parce qu'il est complètement... le véritable problème, c'est que ça a créé une espèce de capharnaüm dans lequel plus personne ne s'en sort. Vous pensez que c'est-à-dire que du ministère, sorti du ministère des enseignements de base au ministère des enseignements secondaires, on ne s'en sort plus. Plus personne ne s'en sort. Pour vous, c'était une opération pour récompenser les fonctionnaires? Non, pour élargir le personnel politique, pour élargir les récompenses, pour élargir la prévente politique, aussi simple que ça. C'était pour élargir. Là, on est sur un gouvernement d'une soixantaine de ministres. C'est complètement un truc complet. Je veux dire. Il faudrait que dans notre pays, on revienne à des choses simples,
compréhensible par tous, hein, tout simplement. Donc cet éclatement-là n'a servi qu'à en rajouter à la confusion. Ça n'a réglé aucun problème d'efficacité. Alors, non, je ne suis pas d'accord sur ce point. Question, vous n'êtes pas du tout d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec Aman Mana. Bon, c'est sa position. Le président de la République, si vous voyez les objectifs du millénaire pour le développement, à partir du programme PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, il a fallu consacrer une grande part du budget national à l'éducation. Quand vous prenez le budget de l'éducation de base, le budget de l'enseignement secondaire, le budget de l'enseignement supérieur et le budget de la recherche, reconnaissez que le président Paul Biya a multiplié par 10 une part consacrée à l'éducation. Aman Mana, vous ne pouvez pas nous dire que c'est mauvais. Mais ce n'est pas en multipliant le nombre de fonctionnaires qu'on résout le problème. Je n'ai pas parlé de multiplication de fonctionnaires. Je parle de l'enjeu financier. Je parle de la cagnotte, la dotation accordée à l'éducation. Vraiment, partout, nous sommes admirés sur ce point. Mais maintenant, là où je suis d'accord avec vous, il faut le dire quand même, c'est que c'était l'intention du président. Maintenant, le projet du président a été détourné parce que ça n'a pas donné l'effet attendu. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les détournements de fonds, certains ont pris effectivement pour cela comme un partage du gâteau national, compensation politique. Non. Ce n'était pas ça l'intention du président. D'accord, on vous a compris. On peut féliciter, je suis là-dessus, le renouveau d'avoir consacré en Afrique une part aussi large à l'éducation. D'accord, Georges Alain, s'il vous plaît, Georges d'abord. Je suis quand même étonné du dédoublement fonctionnel de Pascal Messanga sur ce plateau, parce que lui-même il a dit que cet éclatement était tout à fait nocif pour l'efficacité, pour la cohérence gouvernementale. Non, je ne l'ai pas dit. Alors, j'ai dit que l'intention présidentielle était là, son projet était détourné. Moi, je ne note pas les gens sur les intentions. C'est important. Je note les gens sur l'action. Alors, vous parlez de beaucoup d'argent consacré au domaine de l'éducation. C'est ça. Non, mais cet argent est essentiellement détourné. Vous avez parlé de corruption. Vous savez combien de personnes des ministères chargés des volets éducatifs sont concernés par l'opération Épervier? Non, moi je pense que ça ne sert à rien de rester dans la rhétorique, dans les intentions, dans je sais quoi. Il faut noter les gens sur l'action, parce que c'est dans l'action qu'on voit comment les conditions de vie des Camerounais changent. Moi, je pense que cet éclatement des ministères était voulu. C'est-à-dire que, comme Aman Mana l'a dit, il faut élargir l'assiette de recrutement, l'assiette de prébande, pour donner des titres à des gens, parce que le président lui-même a dit qu'il y a des ministres à qui on a donné des titres qui ne sont pas des véritables ministres. Okay. Donc c'est ça la réalité. D'accord. Peut-être Aman Mana, juste un mot, si ce n'est pas nécessaire. Je voulais dire parce que tout à l'heure, Pascal Messanga Yanding a dit qu'on a détourné l'intention du président. Le projet. Tu connais les intentions de Paul Biya au Cameroun. Tu connais les projets de Paul Biya au Cameroun. Je pense qu'on est ici en pleine plaisanterie. Tu ne connais pas les intentions de ce président. Personne ne peut connaître. Non, en réalité, le professeur Messanga Yanding dit très bien qu'il y a eu suffisamment d'argent dans le système éducatif. Mais ce que je dois ajouter, c'est que j'espère qu'il sera d'accord avec vous jusqu'au bout. Non, j'ai dit cet argent, je n'ai pas encore fini. Cet argent était destiné à la mise en œuvre des projets pouvant permettre de créer des conditions pour qu'il y ait une éducation pour tous. Tout à fait. Ce n'était pas pour disloquer un ministère en 3 ou en 4 et donner... C'est lui-même. Mais c'est justement de ça que je parle. Je veux lui dire que l'argent n'était pas destiné à disloquer le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, en 2 ou en 3, et de ramasser des copains ou des camarades qu'on met là-bas afin de leur dire merci par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur le plan politique. Ce n'était pas de ça qu'il était question. Et la preuve, c'est que lorsqu'on les a installés là-bas, on les a remis en prison quelques temps après. Et ils vont continuer à y aller. Au-delà de la question de la formation, Elvis Miba, est-ce que le problème infrastructurel n'est pas un problème réel? Oui, bon, chaque fois que je travaille à la CRTV et nous recevons des reportages qui viennent des stations, on continue à nous montrer des enfants qui sont assis sur des troncs d'arbres et des choses comme ça. Si on tient compte de la cagnotte, telle que Messanga Yanding l'indique, on peut quand même être dessus de voir que il y a eu des lycées construits au Cameroun avec des infrastructures qui sont encore aujourd'hui fortes, debout. Et aujourd'hui, quand on voit les lycées qui ont été construits il y a, je sais pas, il y a quelques années, il y a 20 ans,
On se demande s'il y a plus de cagnottes aujourd'hui qu'avant. On se demande si ce n'est pas l'inverse. Vous avez raison, Mavis. Bon. C'est bien parce que nous nous rejoignons. Il a raison sur la question. Donc, il y a un vrai problème d'infrastructure et peut-être qu'il y a un émiettement des ressources. Peut-être que l'État doit peut-être réviser sa politique en se disant chaque année on va construire 10 bons lycées qui seront bien construits, équipés en laboratoire. Par exemple, on est en train de dire que pour atteindre l'émergence, il faut à tout prix augmenter le nombre d'ingénieurs et de techniciens supérieurs. Donc il faut mettre l'accent sur l'enseignement technique. Mais on peut constater que les lycées techniques qui sont construits aujourd'hui n'ont pas le niveau d'équipement que le lycée de Hombé, le lycée polyvalent de Bonabéry, le lycée de Ngol-Bisson ont eu il y a quelques années. Donc, peut-être ils nous informent qu'il y a une cagnotte qui est très grande, mais qu'elle soit mieux utilisée sans doute. Justement, sur cette formation, vous gardez la parole parce qu'il n'y a pas que les enseignants du secteur primaire qui sont concernés, il y a aussi les enseignants des SAR qui ont été formés, mais qui ne sont pas concernés par cette opération. Non, mais ce que je veux quand même dire, moi je suis surpris. Chaque fois que quelqu'un qui a un baccalauréat ou un BEPC décide de faire un concours, on lui dit, tu entres dans une école qui ne conduit pas à une intégration immédiate. Il fait quand même le concours. Il va faire, parce que moi, quand j'ai des cousins qui viennent me dire, j'ai eu le bac, je vais faire les nièges, je lui dis que ne tente pas, vraiment, il n'y a rien. Comment tu peux faire les nièges, il y a quoi là-bas? Pourquoi pas? Mais il fait les nièges pour devenir chômeur, et après il devient commerçant. Et le jour où on sort les listes, il dit que son nom n'est pas sorti. Quand il partait faire les nièges, il savait que cette école-là ne conduit pas à l'intégration immédiate. Alors, Ahmad Mana. Ouais, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'approche d'Elvis parce que c'est comme si tout le système de formation devait amener à faire fabriquer des fonctionnaires. Non. Je pense qu'un système de formation doit avoir pour objectif de donner aux gens les moyens de pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à eux dans leur vie quotidienne, à se prendre en main. Donc, on peut aller faire cette formation. L'essentiel, c'est que dans cette formation, on acquiert les outils qu'il faut pour pouvoir affronter le quotidien. Pour moi, je veux dire que ça aussi, qu'est-ce que sont les fonctionnaires? Sinon, les serviteurs de tout un système qui est là pour faire développer un pays, pour mettre un pays en marche. Mais chez nous, les fonctionnaires sont plutôt des sanctions qui sont accrochés là comme ça. Fonctionnaires. Qui fonctionnent. Non. Moi, je pense que... Et tout ça fait... Vraiment, je pense ce que je dis là est véritablement philosophique. Hein? C'est quelque chose qu'on doit enseigner à l'enfant dès qu'il s'assied sur les bancs de la maternelle. Que tu n'es pas ici pour être un fonctionnaire, tu es ici pour obtenir les outils qui vont te permettre à te défendre. Je ne veux pas paraphraser Georges Alain, tu n'es pas ici pour pensionner. Alors, je sortis. Justement, on va sortir par vous, Charlemagne Messanga. Mais d'abord, avant, je pose cette question en guise de question sortie à Georges Alain. Comment est-ce que vous entrevoyez, par exemple, la fin de l'opération de contractualisation des instituteurs? Ce sera un passage en force, c'est-à-dire que malgré les récriminations de ceux qui seront recalés, malgré le travail que la presse mène pour dénoncer un certain nombre d'errements par rapport à cette opération, vous allez voir à la fin, il y aura une liste affichée. Mais il faut faire attention parce que la Banque mondiale et l'UNICEF sont particulièrement regardants sur cette opération. Et je me tourne toujours que lorsqu'il y a on met un peu de rigueur, le gouvernement camerounais toujours, j'allais dire très mal. Lorsque vous voyez un peu le déblocage des fonds PPTE, où les partenaires de développement mettent un peu de rigueur, un peu de transparence, vous voyez bien que ces fonds dorment carrément à la BIA, faute de projets véritablement concrets. Et parce que le compte d'emploi même de cette dotation-là doit être vérifié. Donc, du coup, les gens ne se pressent pas pour utiliser ces fonds-là qui dorment carrément à la BIA. Pourtant, on a besoin de puits, on a besoin de forage, ainsi de suite. Lorsque vous prenez, je vais prendre deux autres exemples si vous voulez. Lorsque vous prenez par exemple le comité ITIR, le comité de transparence dans les industries extractives, vous avez bien vu que le Cameroun, à cause de la rigueur, a échoué au moins 2 fois. Lorsque vous prenez le point d'achèvement
de l'initiative PPTO, où les bailleurs de fonds ont mis un peu de rigueur, le Cameroun a mordu 2 fois la poussière. Donc, c'est un peu étonnant que chaque fois que les critères sont scientifiques, que les critères sont rationnels, le gouvernement échoue lamentablement. C'est ça qui peut se passer dans cette opération s'il n'y a pas une véritable reprise en main du dossier par les personnes compétentes. Amanmana, ensuite Charlemagne. Oui, mais je veux dire qu'on est là, c'est révoltant ce qui arrive. Si c'est la Banque mondiale, l'UNICEF et compagnie qui doivent nous aider à recruter nos instituteurs, qui va nous aider à nous défendre contre les terroristes, qui va nous aider à nous défendre, le parti, les parts de notre territoire qui sont tous les jours violés, attaqués. C'est incroyable, on ne peut pas vivre dans un échec permanent comme ça et l'accepter. La solution, c'est quoi, Amanmana? C'est bien critiqué. Vous connaissez la solution. Tous autant que nous sommes, nous connaissons la solution à ce problème. C'est révoltant. On sort sur la question de la formation. Dans une interview accordée cette semaine à la presse, le directeur de l'Office du bac impute, par exemple, la baisse du niveau de rendement scolaire aux élèves, aux enseignants et aux parents. Quelle est votre perception? Non, c'est peut-être vrai, mais il y a beaucoup de corruption. Hein. Comment on recrute les élèves? Comment est-ce qu'on recrute l'enseignant? Qui on affecte dans un pôle excellent? Je vais vous prendre un exemple pour voir comme là. Quand vous lisez entre les lignes le plan, la programmation du DSCE, le document stratégique pour la croissance de l'emploi, 2012, on consacrait une place au pôle d'excellence. Vous savez, aujourd'hui, vous avez écouté... j'ai écouté Eldi Mimba, il parle encore des lycées techniques. Mais c'est la professionnalisation. Et il faut la matérialiser avec un certain nombre d'outils. Moi, j'ai encore en mémoire le dernier discours du président Paul Biya à la jeunesse. Il disait, je ne vous demande ni la sueur ni le sang. Je crois que certains ont oublié cela. Parce que le président avait bien compris que pour progresser, pour être recruté... Du 31, il demandait au gouvernement. Du 31, merci. Merci pour cette précision. Vous savez, parfois on est saturé. Et sur ce point bien précis, il avait compris que certains exigeaient le sang. Certains exigeaient la sueur. Et quand on vous dit sueur, c'est tout ce qui est négatif et ce que vous pouvez imaginer. Et je pense que sur ce point bien précis, personne ne peut nier que... et nous sommes tous d'accord là-dessus, hein, y compris avec Amanmana, que lorsque Elvis s'étonne de savoir comment avant il y avait des bons lycées à moins de coûts, aujourd'hui il y a des mauvais lycées avec des coûts supérieurs, c'est que quand vous allez construire un lycée, et les gens perçoivent tout en termes de marché, vous construisez un lycée de 50 millions, vous déboursez presque 25 millions pour donner quelque chose au préfet, pour donner quelque chose aux finances, mais on ne peut arriver qu'à cela. Et quelle est la solution? C'est que Amanmana n'a pas pu répondre. Pour moi, il faut un État impartial, où on sort des sectes, des coquinages, des copinages, du tribalisme pour recruter. Première solution. Deuxième solution, il faut des entrepreneurs politiques. Il y a des gens comme nous, comme Ateba et bien d'autres, qui ont une vision, qui ont consacré et qui se sont appropriés l'intention du président. D'accord. Et c'est ce déficit, je regrette, d'hommes politiques engagé, qui est à l'origine de tous ces chefs. Vous savez, Boubangomla, si vous êtes recruté ici, parce que vous avez donné, excusez-moi, votre postérieur, par exemple, ou parce que vous êtes... ou parce que vous êtes... Oui, ça peut vous gêner, mais les Camerounais qui nous écoutent savent qu'aujourd'hui... Bon, écoutez, Amanmana, lorsque aujourd'hui vous envoyez... Non, je ne réponds pas. Non, nous sommes dans l'échange. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent même plus faire gratuitement des stages dans les entreprises sans qu'ils ne cèdent à quelque chose. Vous savez, je suis père d'enfants. D'accord. Vous pouvez en rire, mais ceux qui nous regardent voient bien que c'est la conséquence de toute cette corruption qui est à l'origine de l'échec et de la programmation même du développement des infrastructures. On vous a compris. Hein. Ça peut plaire ou ne pas plaire, c'est la vérité. Juste peut-être à votre suite pour signaler que vous avez pris un mauvais exemple. C'est pas le cas. Non, je sais que vous ne donnerez pas. Voilà, merci. Je ne donnerai pas. Flavien, on est loin d'être sorti de l'auberge alors finalement dans cette situation-là. C'est très difficile, mais je pense que les bailleurs de fonds qui ont mis beaucoup d'argent dans ce projet, ils veillent. Et si par extraordinaire, on continue dans la même logique, je crois qu'il ne serait pas superflu qu'ils retêtent leurs fonds et qu'on remette les choses dans l'ordre. Parce qu'en réalité, on ne peut pas autoriser... Quand on demande même les solutions là, les solutions sont nombreuses. Moi, je pense que
puisque les bailleurs de fonds viennent nous donner de l'argent, nous avons suffisamment d'argent au Cameroun. Si on réduit le train de vie de l'État, si on réduit le nombre de ministères, nous avons une 60aine avec les secrétaires d'État y compris. Si on réduit le nombre d'organismes, de CONAC, ANIF, comment on appelle encore l'autre, vraiment, on va se rendre compte qu'on aura suffisamment d'argent pour bien former les enseignants et bien les payer. Alors, ça, c'est clair. Sur les solutions, Elvis Mbimba, la commission, par exemple, on peut se retrouver quand même avec une histoire de copains encore. Est-ce qu'il n'est pas urgent, il n'est pas urgent, par exemple, de créer une commission parallèle qui pourra également apporter un autre son de cloche? Bon, moi, je continue à croire aux institutions du Cameroun. Donc, je n'ai pas encore abandonné. Je ne crois pas que la mort de Charles Ateba Yene veut dire la mort du Cameroun. Donc je continue à croire qu'on peut faire encore quelque chose. Et avec des gens courageux. J'ai entendu dire que les instituteurs qui n'avaient pas, en fait, les diplômés du CAPIEM qui n'avaient pas leur nom sur les listes pouvaient faire des requêtes. Donc j'encourage ces compatriotes à faire des requêtes et à suivre leurs requêtes. Je crois aussi que, et Georges Alain l'a dit tout à l'heure, en dehors du ministère qui supervise cette opération, les partenaires suivent de près. Et c'est certainement, j'allais dire, une surveillance supplémentaire pour permettre qu'il y ait de l'ordre dans cette opération. Je veux croire qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des malentendus. Et je pense qu'en faisant des requêtes et en les faisant examiner, on peut avoir des corrections. Maintenant, je me rappelle également que le jour du lancement, on a dit qu'on va recruter sur 3 ans 9 000. Donc, et que chaque année, on va recruter 3 000. Donc, je pense aussi que si quelqu'un s'attend à être recruté cette année et qui n'est pas recruté cette année, il peut être recruté l'année prochaine ou l'année d'après. Ok, merci cher monsieur. On va prendre une autre pause pour retrouver la deuxième thématique juste derrière. On reparle à présent d'une autre thématique consacrée au Cameroun. Cette fois, on parle de la démission. Est-ce que la démission est un tabou au Cameroun? Je commence par... je ne sais pas pourquoi les uns et les autres rient. Aman Mana, la démission, je pose la question tout de go comme ça. C'est un tabou au Cameroun? Non, les démissions... Ça dépend de à quel niveau on se situe. Ce n'est pas un tabou. Hein. Gaga Hamanadji a démissionné dans ce pays. Maurice Kamto a démissionné dans ce pays. D'autres fonctions. Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de la question de la démission. Moi, je pense qu'il faut parler de la question de la perception et l'évaluation des hautes fonctions publiques. À savoir que, est-ce qu'un dirigeant, quand il a constaté qu'il a clairement échoué, ou alors quand il a constaté qu'il n'est véritablement plus en possession de tous les moyens, ou alors de toute la dignité qu'il faut pour assumer une haute fonction, est-ce qu'il n'est pas pour lui plus sain de démissionner? Mais le problème est plus complexe que cela, parce que la démission peut également être perçue comme étant un affront par la personne qui t'a nommé là-bas. Et personne ne veut commettre le crime de lèse-majesté, parce que le crime de lèse-majesté est souvent non loin de là. Et il y a aussi au-delà de ça, comment est-ce qu'on a accompli ces fonctions, parce que, et quel est le climat politique qu'il y a? Nous avons constaté que la plupart du temps, quand vous essayez de poser un acte de cette dimension-là, ce qui suit, c'est que la semaine d'après, le procureur vous convoque pour essayer de voir ce que vous avez bien ou mal fait. Et ça se termine parfois au CED ou bien à Kobengi. Donc c'est ça, je ai donné les quelques idées qui me sont venues. Hein. Elvis Mbimba, est-ce que c'est démissionner au Cameroun, ça paraît comme un crime de lèse-majesté, vraiment? Mais je pense que les pratiques politiques dans un pays sont inscrites dans une tradition, dans une culture. On ne peut pas prendre une réalité, je ne sais pas, de la France ou de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, et la transposer dans un pays africain où la démocratie est une sorte de petit mythe, comme ça, là, ainsi de suite. Donc, je pense que on ne peut pas s'attendre à ce que les mœurs politiques ici soient
semblables à ceux de notre environnement. Et je pense que j'ai entendu tout à l'heure parler des crimes de lèse-majesté. Ce crime de lèse-majesté n'a de valeur que parce que les pratiques politiques ici font que le pouvoir, la constitution du Cameroun, le pouvoir entre les mains d'une seule personne qui fait et défait les carrières, les vies politiques, en fait, qui a tous les pouvoirs, tous les manettes entre ses mains. Donc, à partir de là, lorsque vous voulez démissionner, vous vous demandez d'abord, lorsque j'aurai démissionné, comment il va percevoir ça? Est-ce qu'il sera content ou machin? Et puis, vous faites le rapport de force très rapidement et vous préférez rester. Oui. Alors, Georges Alain Aman m'en a parlé tout à l'heure. Il a cité 2 ou 3 noms. Il a parlé de Tutu Zedjoa, de Garga Hamanadi, qui ont eu le courage de démissionner. Mais on note que cela n'a pas fait tache d'huile, quand même. On peut ajouter le cas de Amadou Ahidjo. Amadou va manquer. Et même à l'époque d'Ahidjo, il y a des ministres qui ont démissionné. Je pense que vous avez gratté où ça demande. C'est-à-dire, au Cameroun, la démission est un peu assimilée à un crime de lèse-majesté. Il y a un ministre qui a dit que nous sommes les créatures de Paul Biya. Alors, est-ce que vous pouvez démissionner devant un dieu, devant un hégémon? Je pense que c'est assez difficile. Mais il faut relativiser quand Elvis Mbimba dit que les mœurs politiques en Afrique ne prêtent pas à la démission. On a vu au Burkina Faso dernièrement comment des hauts cadres du parti présidentiel ont démissionné. Ici, là, ce n'est pas possible. Vous allez voir Pascal Moussanga Nyamding, mon vieil ami, qui préfère critiquer de l'intérieur que de se retirer. Or, comme un homme politique français disait, un cadre ou un ministre se soumet ou se démet. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus que les gens démissionnent sans qu'on ne leur prête des intentions malsaines. Vous avez parlé du cas de Garga tout à l'heure. Il y a un certain nombre de légendes qui circulent par rapport à sa démission. On dit, bon, c'est l'ambassadeur des États-Unis de l'époque qui lui a dit que le régime était déjà sur les rotules, il fallait démissionner. Or, moi j'ai discuté avec Garga plusieurs fois, il a démissionné parce qu'on l'a empêché de lutter contre la corruption. Je ne dis pas que je prends ces paroles pour paroles d'évangile. Il y a la démission de Maurice Kamto, il y en a qui ont dit que parce qu'il était déjà sur la touche, il savait qu'il serait démissionné. Alors il a démissionné avant, mais je pense qu'il faut également dire que ces gens-là ont des convictions, ils peuvent démissionner à un moment donné. Et je trouve malsain qu'il y ait des gens au sein du gouvernement qui sont éclaboussés par un certain nombre d'affaires, qui restent là, qui s'accrochent, malgré l'opprobre jeté sur eux. Alors, Charmant, mais ça n'a rien dit sur cette question de démission, sur cette table, les uns et les autres s'accordent à dire que pour le cas des ministres, par exemple, ils ont peur de démissionner au risque de se faire jeter le lendemain en prison. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils s'accrochent, même après avoir tout échoué, après avoir détourné, ils restent toujours aux affaires? Mais quand on a volé, on a peur. Effectivement, quand vous tenez des casseroles, si vous démissionnez, on vous met en prison. Puisque c'est l'épée de Damoclès. Et malheureusement, en Afrique, je parle du système politique de l'État africain postcolonial, malheureusement, l'épée de Damoclès pèse sur la plupart des responsables politiques. Vous n'avez qu'à voir au Sénégal aujourd'hui où se trouve Karim Wade, hier où était Macky Sall, où était Wade, ramené au Cameroun. Je pense que ce sont les voleurs qui ont peur. Mais par contre, il faut faire attention. Il évoquait cette citation de M. Chevènement, qui était l'ancien ministre de la Défense du président Mitterrand, qui disait en son temps, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Parce qu'il y a l'esprit de démission dans l'administration, pas dans la politique. Vous savez, deux déterminants incitent à la démission. Premièrement, vous êtes désavoué en tant que ministre, ou alors on ne vous donne pas les moyens de faire votre politique. Mais moi, je suis un militant politique. Dans les systèmes politiques, c'est le combat politique. C'est-à-dire ceux qui doivent démissionner, c'est ceux qui ne comprennent rien du RDPC et qui ont échoué dans certains pôles électoraux. Ils restent toujours. Oui, ils doivent partir. Bon, et je pense que c'est eux qui n'ont pas honte. Vous savez que vraiment, si la honte tuait, beaucoup ne seraient plus des hommes politiques. Vous échouez, vous restez là, vous continuez à dire que vous êtes ministre, vous êtes ceci, vous croyez au président. Non, on doit démissionner. Maintenant, vous avez posé une question centrale. Est-ce que la démission est un tabou? D'abord, je vais réajuster ce que Boyomo a abusivement dit. Lorsque le ministre Fameux Ndongo a parlé des créatures, il faut situer la chose dans son contexte. Il voulait montrer que 30 ans après le gouvernement du renouveau, le régime du renouveau, tous les ministres ont été une fabrication politique du président Paul Biya. Dites-moi, est-ce qu'il a menti? Citez-moi un seul ministre
qui, avant Paul Biya, était, hormis, c'est vrai, Bello, Yann Filemon, Moustapha Amadou, il y avait même un rang de chef de service. Alors ces ministres n'ont pas de capacité, c'est je vais dire que qui les a envoyés à l'école. Bon, alors quand ils parlent de créatures, ça veut dire qu'on ne parle pas d'école. C'est qu'ils ne sont pas pour la plupart des hommes politiques de terrain. Ils deviennent ministres et militants. Lui au moins reconnaissant, reconnaît que s'il est devenu un homme politique, c'est parce qu'il a d'abord été un haut commis coopté par le président. Merci pour comme ça. 90% des ministres. Merci. Alors je termine donc sur votre question. Est-ce un tabou? Non. On a eu Achoumofor qui était gouverneur, qui avait démissionné, Gaga au-delà de Gaga, et bien d'autres, Nana Sinka. Moi, je pense que cette culture devrait être instituée. Parce que, prenez un cas. Moi, vous savez, j'appelle le chancha. On a un ministre qu'on prend, on le met en prison, il va en cellule, il ressort, il attend quoi? Même pour sa dignité, et même pour se laver la figure. Okay. Donc, je pense qu'effectivement, les Africains, comme certains n'ont plus honte, ils ne vont jamais démissionner. Mais à terme, parce que je suis un rénovateur progressiste et surtout un biaïste, je pense que ce système va changer. Les gens comprendront à terme que quand ça ne va pas, on doit démissionner. Alors Flavien, Oui. tout à l'heure, il prenait un exemple, un ministre qui va en prison et qui demain revient, reprend ses fonctions comme si de rien n'était. Mais je pense que l'idéal aurait été quand même pour celui-là, la décence, si vous voulez, de rendre son tablier. Oui. Je voudrais dire que lorsque vous regardez très bien, j'ai essayé d'observer un peu et j'ai constaté que Barack Obama, il est arrivé au pouvoir, je crois, en 2009. Il a déjà reçu deux démissions. Son ministre chargé des anciens combattants a démissionné. Son ministre de la Santé publique a démissionné. En France, de 92 à 2011, j'ai fait un peu les comptes et ça m'a donné 12 ministres et secrétaires d'État démissionnaires. 12 entre 92 et 2011. Au Cameroun, pendant la même période, c'est 3 ou 4 maximum. Vous voulez voir C'est déjà pas mal. Hein? Vous voulez voir en venir? Alors, ce que je veux dire... Vous voulez voir en venir? Alors, vous allez un peu... Quand je prends certains cas, par exemple, voilà, le 4 juillet 2010, le secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, Alain Juyandé, et le secrétaire d'État chargé du développement de Grand Paris, démission du gouvernement de François Fillon. Le premier a été épinglé par la presse pour avoir utilisé un jet privé coûteux pour se rendre dans les Caraïbes. Voilà une raison. Il y a quand même eu le cas Cahuzac qui a résisté. Il a Ouais, fallu qu'on le voilà, démissionne. voilà par exemple une raison de la démission. Alors, quand je vois des cas comme ça, je me pose des questions. Est-ce que la presse camerounaise ne fait pas bien son travail? Je trouve que la presse camerounaise fait curieusement bien son travail. Mais le problème, c'est les institutions. Lorsque vous n'appliquez pas l'article 66 de la Constitution, comment voulez-vous que nous puissions évaluer le niveau de... comment dirais-je, le niveau d'embourgeoisement d'un ministre? C'est extrêmement difficile. L'autre problème, c'est cette culture de la soumission, comme on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que quand c'est le chef qui vous a désigné, il est difficile de partir, je veux dire, de le quitter, de se défaire du maître. Ça devient extrêmement compliqué, surtout dans le contexte camerounais. Alors, si les uns et les autres devraient faire comme on voit ailleurs, c'est que M. Biya reste aujourd'hui avec 2 ou 3 ministres. Parce que quand vous voyez, M. Chiroma aurait dû déposer sa démission avec ce qu'on a appelé le crash de 95. Vous avez vu avec la lettre de Marafa ce que ça a donné. La presse s'est levée contre lui et finalement, il est resté en poste. Vous voyez ce qui se passe avec le ministre des Enseignements secondaires. Il est allé en prison, il est revenu, il prend la parole devant les étudiants, les élèves et parle sans aucune honte. Il n'a pas démissionné, il est là. Vous voyez, il y a autant de ministres qui auraient dû déposer leur tablier, mais qui ne le font pas. Malheureusement. Oui, je reviens à mes positions initiales. Un enseignant de sciences politiques qui est aujourd'hui dans le cabinet du Premier ministre, dont je ne vais pas citer le nom ici, mais qu'on reconnaît, nous enseignait que la constitution du Cameroun fait que nous avons un régime politique qui est un régime présidentialiste. Et il ajoutait probablement un régime présidentialiste et impérial. Donc, ça veut dire... En même temps, il est entré dans le gouvernement impérial. Traduction, s'il vous plaît. Il est entré au gouvernement impérial. S'il vous plaît. Revenir. Ok, d'accord, merci. S'il vous plaît. Ce qui veut dire clairement qu'au Cameroun, tout dépend du président. Et il n'est pas sage pour vous de
prendre votre sort en main et d'enlever entre les mains du président. Il faut que votre sort reste entre les mains du président. C'est le créateur. C'est le président qui vous a fait ministre. Et tant que le président vous fait ministre, tant que le président vous considère comme ministre, les institutions, la justice, la presse et tout ça, vraiment, Peuvent toujours. c'est négligeable. Bon, la deuxième raison sur ce que Flavien vient de dire, il dit que là-bas, quand la presse agit, le secrétaire d'État démissionne. Mais il faut quand même reconnaître au Cameroun, si on s'en tient simplement au titre des journaux et si on s'en tient à ce qui est dit sur tel et tel, bon, je pense que le 1er avril ou le 2, on nous a fait dire ici là qu'il y avait 2 ministres qui étaient déjà à l'intérieur de la prison centrale de Yaoundé. Ce sont des médias, médias reconnus de l'autorité publique à Yaoundé, qui diffusaient cette information. Alors, est-ce que ces ministres doivent démissionner parce que ces médias, le nombre de personnes qui sont brocadées chaque jour par les journaux camerounais, bon, on va dire peut-être des journaux d'une certaine classe, mais des journaux camerounais reconnus que tout le monde achète. Donc, on ne peut pas, malheureusement, se dire que ce qui se passe en France, en Allemagne ou aux États-Unis, parce que là-bas, les journaux ont construit un sérieux, une façon de faire, et de manière que lorsque un journal se met à parler de vous, bon, vous savez quand même que c'est crédible. Alors qu'aujourd'hui, nous avons dans le paysage médiatique camerounais, il y en a qui font dans la... Il parle avec des éléments, il parle avec le des président éléments des précis. éditeurs est ici. Il y a des journaux au Cameroun qui facilement, sans preuve, machin, placent votre nom à la une et disent que bon, machin. Est-ce que chaque fois que tu vas voir ton nom dans une histoire comme ça, là, tu démissionnes? En Angleterre, président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, Fédipresse. Non, je voulais dire une chose simple. En Angleterre aussi, il y a des journaux qui ne prennent aucune précaution pour dire quoi que ce soit. Donc, la presse d'une certaine qualité n'est pas une spécificité camerounaise. De toutes les façons, chaque société a les médias qu'elle mérite. Donc, pour en revenir à la question de la démission, c'est une question qui est intéressante parce que elle peut dire, en dit beaucoup sur le degré de sophistication de la vie politique dans un pays. Mais je pense que le véritable problème chez nous et ailleurs, c'est dans celui de l'évaluation déjà de l'action d'un ministre et son évaluation, sa sanction, mais à l'origine déjà quand même les raisons de sa nomination. Je ne sais pas dans quelles circonstances on nomme les ministres. Je ne sais pas si, avant qu'on nomme quelqu'un ministre, on le convoque quelque part, on lui dit, bon écoutez, nous allons vous confier telle chose, voici ce que nous attendons de vous. Comme nous faisons dans nos petites entreprises, quand nous voulons confier une responsabilité à quelqu'un. Je ne sais pas si on appelle quelqu'un et on lui dit, écoute, voici ce que nous voulons faire. Et peut-être Charlemagne va nous dire comment ça se passe. Réfléchis-y. Ou alors c'est une affaire où vous restez, ou comme ils nous le font savoir tous les jours quand on arrive quand la CATV arrive chez eux avec ah, monsieur le président, vraiment je ne savais même pas. Et puis j'ai découvert ça comme ça. Donc tout commence là-bas. Quand ça vous tombe dessus comme une bénédiction du Seigneur, ça ne peut fonctionner que de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système de production, de productivité, de résultats et autres. Vraiment, c'est ce que je dis. Ce que je dis est sérieux parce que quand je vois que en fin d'année dernière, le président de la République s'est élevé pour dire que ben oui, mais ces hommes ils bossent pas, il faut rien et tout. Moi, j'étais surpris comme tout. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont été mis là pour bosser? Ou alors est-ce qu'ils sont évalués sur leur capacité à bosser? Il y a des ministres qui, des fois, refusent de prendre une action tout simplement parce qu'on peut percevoir que leur action est trop brillante et qu'ils veulent faire ombrage au chef. Il y a plein de cas comme ça. Donc, je veux dire que, est-ce qu'à partir d'une vie politique qui est organisée avec ce type de pesanteur-là, on peut obtenir des résultats? Je n'en sais strictement rien. Mais je pense que les gens qui ont fait de longues études peuvent réfléchir là-dessus. Si les mœurs camerounais, c'est quoi nous Charles, on va revenir à vous. Ils sont d'abord là comme serviteurs de la République.
Et donc, C'est ça que ça veut dire, ministre. Voilà. Ministre veut dire serviteur. Serviteur de la République, le réalisateur me signale que nous avons 2 minutes, une pour Aman Mana et une pour Messanga Yamding. Non, Aman, on commence par juste vous. pour dire que, à partir du moment où le mode de sélection et le mode d'évaluation ne sont pas évidents, ce sera toujours très très difficile de dire quoi que ce soit. Et je pense que tout cela est lié et ça tient du niveau de sophistication de notre vie politique. Messanga Oui, Yamding. moi je pense qu'il faut faire émerger les entrepreneurs politiques, les personnes à conviction, des gens qui ne sont pas seulement là pour leur prestige. Laissez Messanga terminer, s'il vous plaît. Il faut faire Messanga. émerger ceux-là, les entrepreneurs politiques, et non des gens qui viennent pour leur prestige ou qui s'organisent pour écraser seulement les autres. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aujourd'hui reconstruire et revaloriser la culture politique et éviter ce type de choses que nous avons tous dénoncées ici. Merci, cher monsieur Elvis Mimba, merci d'être venu. Merci Flavien, merci Charles Messanga Merci Yamding, Boubangona. merci Aman Mana, merci Georges Alain. Il me reste qu'à vous donner rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition, mais d'ici à là, la rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera à 23h. Madame, monsieur, gardez le sourire, bien le bonjour.